Chers internautes, bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir comme chaque vendredi sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo qui décrypte et analyse l'actualité acti et télécom de la semaine. Et pour revenir sur cette actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, j'allais dire comme chaque semaine, une semaine bien chargée, et on commence par un des événements, ou l'événement de la semaine, on peut dire ça comme ça, je pense, l'événement Ignite de Microsoft, qui est évidemment depuis un an, comme chaque événement, un événement virtuel, avec un certain nombre d'annonces. Alors peut-être pas toutes les passer en vue, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On peut commencer par Teams, peut-être. Alors effectivement, on va pas, comme vous dites, on va pas les passer tout en vue, mais la première concerne Teams. Donc on avait vu que Microsoft pousse Teams depuis quelques mois. Maintenant, c'est vraiment l'outil de communication et de collaboration important pour Microsoft. Et là, l'annonce est assez, on peut pas dire surprenante, mais pas loin. Finalement, c'est une annonce de matériel. En gros, ils appellent ça des intelligent speakers, et donc ce sont des matériels. Vous vous souvenez, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait à un moment les araignées là. Et donc ce sont des matériels qui sont optimisés pour Teams. Alors optimisés de quelle manière? Bien, en particulier, vous voyez quand vous faites des présentations sur tous les systèmes qui existent, à chaque fois la personne qui veut partager son écran, il s'en mêle un peu les crayons. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc a priori là, ça doit faciliter tout ce qui est présentation et partage de documents. Et surtout l'autre élément important, c'est que il y a de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet de reconnaître les gens qui interviennent, donc qui parlent, et ça se traduit lors de la transcription et de la captation, c'est-à-dire que en gros, quand vous avez le compte rendu écrit, qui a priori est de plus en plus fiable, ben vous savez dans le compte rendu qui parle. Vous avez plus à vous souvenir. Donc ça facilite quand même pas mal des choses. Donc ça, c'était, je dirais, le premier groupe d'annonces, sachant que ça c'est pour Microsoft, mais il y a aussi des partenaires qui vont annoncer ou qui ont annoncé des matériels qui seront optimisés pour Teams. Donc c'est vraiment cette Ignite, cette conférence Ignite de cette année là, c'est on propulse Teams comme un outil central pour Microsoft. Une deuxième catégorie d'annonces, alors là c'est dans le domaine de la vision et de la parole, c'est dans le cadre de Azure Percept, et donc c'est un peu, j'irais, la récupération de technologies avec Kinect en particulier. Donc c'est tout ce qui est technologie sans contact, de visualisation à distance, et donc donc c'est une sorte de boîte à outils pour des gens qui veulent développer des applications sans avoir de connaissances de développement très très abouti. Donc c'est par exemple vous êtes dans un ascenseur de commande de la parole, donc ça veut dire que on va pouvoir installer des systèmes sans faire appel à des techniciens chevronnés, ou le réapprovisionnement dans un magasin avec donc ce sont des applications, je dirais, de la vie courante. Et puis le troisième train d'annonce, ou la troisième annonce, c'est PowerFX. Donc là, c'est du low-code, voilà. Donc, on en a parlé, vous vous souvenez, ces 2-3 dernières semaines. Il y avait une étude du Gartner qui montrait que tous les langages low-code ou no-code connaissait un développement important, à la fois parce que je dirais que c'est une évolution naturelle des langages de développement qui essayent de cacher un peu la complexité et de permettre de développer des applications sans rentrer dans le développement du code. Et puis l'autre aspect, c'est le fait qu'il y a un besoin tel de développement d'applications que le nombre de développeurs ne suffit pas. Donc ces nouveaux langages de développement, low-code, no-code, répondent à ces deux idées. Et donc là, c'est en gros, quand Microsoft fait une annonce dans un domaine particulier, on a compris que ça devenait quelque chose de très important, et c'était un mouvement de standardisation important. Donc ça confirme ce qu'on avait dit les semaines passées. Donc on a, avec ces trois trains d'annonces, je dirais pas la totalité, mais je dirais quelques éléments importants de cette conférence
conférence Ignite de Microsoft de cette semaine, en espérant que la prochaine Ignite en 2022 sera une conférence en dur, si je puis dire, organisée dans les formes traditionnelles. Très bien dit. Alors, autre annonce de la semaine, cette fois-ci, c'est du côté de chez Vim. Alors, sur la partie sauvegarde, backup, évidemment, avec tous les ransomware notamment qui prolifèrent ces temps-ci, on sait que le backup devient de plus en plus important. Donc, j'allais dire, Vim muscle un peu son jeu avec cette nouvelle version, notamment la dimension cloud. Exactement. Alors, on avait présenté la V10, je crois que c'était l'année dernière, et on avait fait remarquer que il y avait eu entre la version précédente, la V9 et la V10, il y avait eu un écart de temps qui était assez important, donc c'était lié à, je dirais, quelques difficultés qu'avait connues Vim. Là, je dirais qu'une année après, on a une nouvelle version, donc c'est une évolution beaucoup plus naturelle. Donc avec, comme vous le disiez, deux éléments principaux. Le premier, c'est des améliorations dans le domaine de la protection des données, une amélioration donc tout ce qui est lié au ransomware. On en parle quasiment toutes les semaines, donc évidemment ceci explique cela, si je puis dire. Et puis le deuxième, c'est une prise en compte encore plus large du multi-cloud. Donc là, en particulier, il y a la prise en compte de Google Cloud et du stockage objet, et puis aussi la prise en compte de l'archivage sur le cloud. Donc c'est par exemple Glacier de Amazon. Donc ça, c'est une évolution assez comment dire, à laquelle on pouvait s'attendre. Et puis il y a aussi un élément nouveau, c'est la prise en compte des environnements Mac qui faisaient défaut jusqu'à présent et qui s'ajoutent à la longue liste qu'on connaît, donc les environnements Windows, AIX, Solaris. Donc ça, je dirais que une version sans surprise fondamentale, mais qui apporte les éléments auxquels les entreprises pouvaient espérer. Donc c'était quelque chose qu'il était intéressant de mentionner. Alors, autre annonce de la semaine, Guy, c'est du côté d'Equinix, dont d'ailleurs vous allez recevoir le patron de la filiale française dans quelques minutes. Un nouveau data center du côté de Bordeaux qui s'ouvre, qui multiplie encore exactement. Le nombre de data centers, je crois plus de 250 data centers dans le monde, c'est ça, chez Equinix. Alors 226 exactement, je crois. Donc enfin on fait à peu près pareil. Donc il y en a plus. Alors si on parle de la France, il y en a eu plusieurs sur Paris. Il y en a eu un qui était inauguré il y a pas très longtemps à Saint-Denis, qui devait chauffer la piscine olympique, mais ça on ne sait pas si ça pourra se faire. Il y en a eu un qui a été inauguré aussi à Marseille, puisque Marseille devient un port d'entrée avec des câbles qui viennent de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et là, c'est un câble sous-marin donc qui a été sponsorisé par Facebook dans un projet qui s'appelle Amitié, donc un câble qui arrive à Bordeaux, et donc Equinix a mis ce data center proche de ce câble. Donc évidemment les deux événements sont liés. Alors c'est un data center de plus, donc BX1, mais qui a un certain nombre de caractéristiques dont nous parlera Régis Castagnier, mais il y en a un qui est intéressant à mentionner, c'est que c'est une nouvelle approche de construction de data center. Une approche relativement traditionnelle demandait plusieurs années pour mettre en place un data center. Là, c'est une approche modulaire qui permet de construire par tranche et donc qui accélère considérablement le temps de construction du data center. Donc, a priori, ce qui est prévu quand il sera stabilisé, c'est 3000 mètres carrés, 6 mégawatts, puisqu'on parle en mégawatts pour les data centers, et qui sera construit par tranche de 1 mégawatt.
Donc c'est un élément important pour la région Aquitaine. D'ailleurs, lors de la présentation hier, il y avait Alain Rousset, qui est le président de la région Aquitaine, donc qui évidemment mettait en avant les atouts de sa région. Et un élément important pour cette région, c'est que dans la création des emplois numériques, Bordeaux, enfin pas Bordeaux, la région Aquitaine est numéro 1 en France. Donc c'est quelque chose à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé, mais qu'il était intéressant de mentionner. Donc Bordeaux devient alors évidemment ce câble, vous avez bien compris, qui venait d'outre-Atlantique, donc des États-Unis, et il a une capacité près de 400 terabits par seconde. Donc vous voyez que ça permet d'en avoir un peu sous le pied, comme on dit un peu vulgairement. Très bien. Alors Guy, on ouvre la page annonce financière de cette séquence avec d'abord les résultats de Zoom. C'est pas une surprise, ils sont quand même ils sont très très bons, mais on n'attendait pas moins, du leader de la visio. Oui, c'est effectivement, c'est pas une surprise, mais c'est quand même, quand on lit les chiffres, il faut quand même être assis sur sa chaise, parce que c'est quand même assez incroyable. On a un chiffre d'affaires de 2,6 milliards. Donc bon, en soi ça n'a pas un intérêt grandiose, mais en gros c'est multiplié par 4 par rapport à l'année d'avant. Donc vous voyez que c'est quand même assez spectaculaire. Le bénéfice net, c'est plus de 600 millions alors qu'il était à 25 millions l'année d'avant. Et si on regarde la projection de Zoom depuis quelques années, alors il faut se souvenir que là on parle du chiffre d'affaires 2021, mais en fait l'exercice fiscal est clos le 31 janvier. Donc en gros c'est l'année 2020 pour simplifier. Et en 2017, le chiffre d'affaires de Zoom était seulement de 60 millions de dollars. Donc vous voyez que c'est quand même une évolution absolument spectaculaire. Il y a 2 ans, l'action était à 60 $, elle est aujourd'hui à 340 $. Donc celui qui a investi il y a 2 ans, bien, je pense qu'il doit être relativement content. Voilà. Et alors, au-delà de ces chiffres, je crois qu'il y a un phénomène qui est aussi assez intéressant et à signaler, c'est que le mot Zoom devient, vous savez, il y a pas mal de noms propres qui deviennent des noms communs. Hein. On en connaît. Il y a un frigidaire, fermeture éclair, la mobilette. Il y en a qui sont tombés un peu en désuétude parce qu'on les utilise plus, le bottin, par exemple. Mais donc Zoom devient un peu dans cette catégorie-là. On dit on va se faire un apéro Zoom. On va pas imaginer de dire on va se faire un apéro Skype ou un apéro Webex. Donc je veux dire que c'est quand même le signe que Zoom a vraiment franchi une étape. Alors maintenant, est-ce que je dirais que on parlait de l'évolution de l'action, bon, ça représente toujours les perspectives de croissance d'une entreprise. Est-ce que les perspectives de croissance de Zoom pour les années qui viennent, pour cette année et l'année prochaine, seront similaires? Sans doute pas, parce que évidemment maintenant la visioconférence s'est installée dans le paysage et les concurrents vont pas laisser Zoom comme ça continuer tout seul. Mais en tout cas, l'avenir à court terme pour Zoom est encore relativement je dirais positif. Bon, on n'a pas l'habitude trop de parler de résultats financiers, mais là, c'est quand même la traduction d'un phénomène qu'on a vu sous nos yeux, je puis dire, et qui se traduit en chiffres de manière assez spectaculaire. Alors, autre fait spectaculaire, j'allais dire, c'est une acquisition de Cisco. Alors, Cisco, vous allez me dire une acquisition de plus, mais là, on parle de quand même 4,6 milliards de dollars, et c'est dans le domaine de l'optique. Alors, c'est pas forcément un domaine très glamour qu'on voit, mais pour le futur des réseaux, c'est quand même une acquisition assez stratégique pour Cisco. Bah, tout à fait, c'est absolument essentiel. Donc c'est tout ce qui est interconnexion optique. Donc ça va permettre d'évoluer vers le 400 gigabits. Et alors ce qui est intéressant à mentionner, donc comme vous le disiez, 4 milliards 6. Je dirais que si on compare par rapport à d'autres acquisitions où on parlait en dizaines de milliards de dollars, bon c'est plus réduit, mais si on prend les acquisitions de Cisco, il y en a eu plus de 200 depuis 1993. Rappelons que Cisco a été créé en 84, donc il a fait sa première acquisition en 93. Donc plus de 200, il y en a eu une quinzaine de plus de 1 milliard de dollars, et c'est la troisième
je dirais, la plus importante en valeur. Hein. Donc bon, c'était important. Enfin, pour Cisco, c'est important. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, cette acquisition, elle avait été initiée il y a 2 ans déjà, et Cisco avait mis 2,6 milliards sur la table. Et puis, il s'en est suivi, je dirais, une une initiative juridique, si je puis dire, donc en gros un procès qui avait fait en sorte que les choses avaient traîné, et donc au final, eh bien, Cisco a dû rallonger près de 2 milliards pour arriver à procéder à cette acquisition. Donc ça veut dire que pour Cisco, effectivement, comme vous le rappeliez, c'est un investissement essentiel pour garantir l'évolution des réseaux en termes capacitaires, parce qu'on voit bien, on en parlait avec Equinix, le câble, la fibre optique, c'est dans le cadre de l'explosion des réseaux et des données qui transitent sur ces réseaux, c'est quelque chose d'important. Donc pour Cisco, sécuriser cette évolution dans les années à venir, c'est quelque chose de très important. Alors Guy, on passe au dossier de la semaine, si vous voulez bien, et on parle d'un rapport de CITA sur les dépenses informatiques des entreprises aériennes. Ce qu'on rappelle, CITA, c'est un groupement, une association de compagnies aériennes. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on sait qu'évidemment, dans ce cadre pandémique, ces entreprises sont évidemment directement impactées par la crise. Donc c'est assez intéressant de regarder ce que ça donne sur le plan des budgets et des investissements IT. Je ne sais pas quel mot on peut utiliser, mais c'est on va dire colossal. Et là, il y a des chiffres. En général, quand on parle de chiffres, on a toujours. Alors, c'était pas le cas de Zoom, hein, entre parenthèses, mais c'est toujours des évolutions, de 5-10% des choses qui sont relativement modérées, si je puis dire. Là, c'est absolument spectaculaire. On a vu les pertes d'Air France KLM, 7 milliards d'euros. Lufthansa, c'est à peu près du même ordre. La CITA a fait plutôt c'est l'IATA, c'est l'association des compagnies aériennes. Le chiffre les pertes cumulées des compagnies aériennes en 2020, c'est 100 milliards de dollars, comparé à un bénéfice de 25 milliards l'année précédente. Donc vous voyez que les compagnies aériennes, c'est pas une surprise, sont dans une situation absolument je sais pas quel mot on peut utiliser, mais c'est extrêmement délicat. Si on prend le cas d'Air France, un chiffre d'affaires qui est passé de 27, Air France KLM, de 27 à 11 milliards de dollars. Et donc, tout ça, évidemment, se traduit dans les investissements informatiques. Alors, tant d'ailleurs du côté des compagnies aériennes que des aéroports, parce que finalement, ils sont touchés des aéroports. Oui. Alors, les avionneurs, ils sont pas concernés dans cette étude, c'est les aéroports. Et donc, si on prend le cas des compagnies aériennes, alors en termes de pourcentage, on reste à des niveaux à peu près équivalents à l'année passée. Les investissements informatiques, à la fois en tout ce qui est dépenses opérationnelles et puis investissement, on est à 5%. Donc vous allez me dire, ça change pas grand-chose, sauf que comme les chiffres d'affaires ont chuté, eh bien les investissements pareil. Donc on est passé de 50 milliards à 22 milliards. Donc vous voyez, je sais pas comment font les directeurs informatiques, les DSI de ces entreprises-là, mais ils doivent s'arracher les cheveux, ça doit être absolument ingérable. Et pour les aéroports, c'est à peu près pareil. On est passé de 8 milliards à 3 milliards et demi, donc à peu près comparable. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les applications qui sont retenues dans ce climat de crise? Bien, il y a là, ce sera pas une grande surprise, mais il y a tout ce qui est application mobile. Donc, parce qu'on voit bien que quand on se déplace dans un aéroport, on a une interaction qui est aussi importante sur son mobile que sur les kiosques ou avec les agents sur place. Il y a tout ce qui est cybersécurité. Donc, c'est pas spécifique aux compagnies aériennes.
là il n'y a pas de grande surprise. Il y a tout ce qui est technologie pour la mise en œuvre du télétravail, donc parce que bon évidemment il y a tous les agents qui sont dans les flottes, mais il y a les agents qui sont dans les aéroports, mais il y a aussi tous les gens qui travaillent pour le back office et qui travaillent depuis chez eux. Et puis il y a le cloud, donc tout ça n'est pas très surprenant. Il y a aussi une nouvelle catégorie d'applications qui arrive, c'est toutes les applications, on va dire sans contact. Et donc on en parlait un peu avec Ignite et Microsoft. Donc c'est un peu le dérivé des technologies qui ont été mises en œuvre pour Kinect par exemple. Et donc évidemment ces applications sans contact, elles arrivent à un moment qui n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il y a eu toute cette épidémie et crise sanitaire dans laquelle on est encore plongé, et donc tout ce qui est sans contact va permettre de réduire les périmètres de transmission du virus. Donc elles seront les bienvenues. On en est au tout début, hein, mais il est vraisemblable que de plus en plus ça va être amené à se développer. On a vu par exemple les cartes de crédit, le sans contact s'est développé considérablement cette dernière année. Eh bien, dans la vie courante, peut-être que là où vous aviez à pousser sur un bouton pour faire monter votre ascenseur, vous aurez juste à mettre votre bouton devant, ou alors peut-être d'ailleurs une commande vocale. Donc, je pense que dans les 2-3 années à venir, il va y avoir une révolution du sans contact de manière assez importante et qu'on vivra au jour le jour, puisqu'elle nous impactera dans la vie quotidienne. Très bien Guy, alors ça c'était pour cette semaine, hein. Et pour les semaines à venir, l'événement que vous avez retenu, c'est celui de nos confrères d'IT for Business sur la cybersécurité, qui s'intitule Comment sécuriser les postes de travail, hein, pour faire simple. Oui, donc c'est une matinale qui évidemment tombe à point nommé, donc c'est le 24 mars à partir de 9h30. Donc les thèmes, c'est les plateformes XDR, donc Extension, Detection and Response. Donc pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ces technologies, ça leur permettra de s'y initier. Il y a tout ce qui est automatisation, intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité, donc liée au poste de travail. Donc une matinale que je conseille à tous nos lecteurs de suivre pour se familiariser un peu plus avec ces technologies qui viennent de plus en plus essentielles. Et pour conclure, Guy, notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, alors cette fois-ci c'est un coup de cœur, coup de gueule juridique, hein. Puisque c'est lié à une perte une amende, hein, ou enfin en tout cas un procès perdu par Intel sur des brevets liés à la conception de puces, l'architecture de puces développées par Intel. Alors, on dit souvent qu'on commande pas des affaires de justice, mais là, en l'occurrence, on les commente et on s'en étonne. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu étonné de ces affaires juridiques entre géants de la tech. Là, c'est entre Intel et VLSI Technologies. Donc, c'est le VLSI Technologies qui a attaqué Intel parce que il avait pillé deux brevets au niveau de l'architecture de puces, et donc ça s'est soldé par un premier jugement qui condamne Intel à plus de 2 milliards de dollars. Donc vous voyez que c'est quand même pas négligeable. Bon, évidemment, alors c'est toujours les réactions convenues, mais donc VLSI et bien sûr considère cette sentence comme normale, et prenant en compte le fait que Intel ait pillé les technologies VLSI, et puis Intel n'est absolument pas d'accord avec ce jugement, et donc va faire appel. Donc on verra ce que ça donnera en appel, mais en tout cas, vous voyez que même dans un domaine où
on pourrait penser que, parce qu'on peut quand même s'étonner du fait que des entreprises aussi établies que Intel et VLC Technologies puissent être amenées à ce genre de choses. On se demande, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui se met à écrire un roman pour savoir comment ça a pu se faire, c'est-à-dire qui chez Intel a pu, ou qui Intel a commandité pour aller piller de la propriété intellectuelle chez un concurrent. Enfin, c'est étonnant, quoi. C'est parce qu'en plus, là, on est sur deux entreprises américaines, donc c'est pas comme si c'était un Américain qui pillait une entreprise chinoise ou l'inverse. Donc bon, voilà. Donc c'était. Écoutez, on conclura sur cette interrogation et dont on espère avoir une réponse bientôt. En tout cas, merci Guy. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'abord une très belle semaine. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.